tout le monde dit oui, on est égaux face à la mort. Bon, déjà non, et puis face à la mort, le fait de mourir, encore moins. Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. Si vous venez d'arriver ici, sachez qu'un premier épisode avec Juliette Caz est disponible. Et on vous conseille fortement de l'écouter avant celui-ci, afin de comprendre le contexte de notre discussion. On a suivi Juliette à travers les rues de Lyon et les allées du cimetière de l'Oyasse pour y découvrir son histoire, ses tombes insolites et les personnalités qui y reposent. Mais nous n'avons pas seulement parlé patrimoine et art funéraire. Juliette a travaillé dans les pompes funèbres pendant 3 ans, en pleine pandémie du Covid-19. Elle s'est spécialisée dans le transport des corps et la toilette mortuaire. Elle travaillait donc directement sur le terrain. Cette expérience lui a permis d'étudier la notion d'égalité entre les êtres humains face à la mort et également la question de la dignité humaine. On préfère vous prévenir, dans cet épisode, on va parler de pompes funèbres, de thanatopraxie, de morts parfois tragiques en période de pandémie. Mais on va surtout découvrir plus en profondeur le travail de recherche de Juliette, son rapport à la taphophilie, ses convictions et son militantisme sur les questions funéraires. Bonne écoute! Je pense que j'ai un rapport taphophile vachement différent dans le sens où je cherche pas forcément les tombes des gens connus, en fait. Parce que pour moi, de toute façon, l'histoire funéraire telle qu'on la voit dans les cimetières, c'est l'histoire des riches. Et étudier la mort, c'est étudier quand même tout le monde, notamment en archéologie. Voilà. Enfin, moi, quand je suis sur des chantiers archéo, c'est pas des gens connus, c'est le tout à chacun. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et souvent, l'histoire funéraire, comme souvent, met en avant ce qui est le plus visible. Donc c'est vrai que les tombes des gens connus, je les cherche pas forcément. Si j'en croise une, je trouve ça sympa. Voilà, c'est pas vraiment mon intérêt premier. Quand on s'intéresse au 19e siècle, on est en plein dans un siècle aussi de strates sociales, hein, donc ça se voit beaucoup dans la mort. C'est ça qui m'intéresse. Plus on a de l'argent, plus on peut avoir une belle sépulture. On n'a pas attendu le 19e siècle pour ça. Par contre, c'est vrai que cette image du 19e siècle, des riches avec leurs belles robes, c'est un petit pourcentage de la population. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté réaliste, la pauvreté, la maladie, les vraies conditions. Et ces gens-là, dans des vraies conditions, on ne les voit pas dans les cimetières, parce que voilà, ils n'ont pas eu forcément de tombes qui ont duré dans le temps. C'est très symptomatique même de notre époque maintenant, hein. Je veux dire, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et c'est vrai qu'en m'intéressant au 19e siècle et après en bossant dans le funéraire, au contact des morts tout le temps, ça m'a encore plus motivée sur ces questions de c'est quoi la réalité et comment on s'occupe des gens les moins riches, quoi. Donc tout ça, ça se mélange et ça me donne des fils en fait, de réflexion, des fils de comparaison, des choses comme ça. Il est vrai que le cimetière est un endroit très pertinent pour se rendre compte des inégalités sociales qui persistent même dans la mort. On peut y étudier les inégalités d'ordre économique et financier entre les individus d'une même commune, grâce aux monuments funéraires par exemple, leur format, leur taille, la qualité des matériaux utilisés, leur emplacement aussi. Est-ce qu'ils sont situés plutôt en bordure d'allées, aux entrées ou aux sorties des cimetières, à la vue de toutes et tous, ou bien remisés au fond, au milieu d'une division, et donc peu visibles, mais aussi la durée de la concession funéraire, qui pour rappel peut être soit perpétuelle, c'est-à-dire pour toujours, ou temporaire, et la capacité des familles à payer ces frais et à les renouveler. On peut étudier aussi les inégalités entre les genres. On remarque très facilement que les femmes sont bien moins visibles que les hommes dans la statuaire. Elles sont souvent représentées en pleureuses ou en allégorie, alors que les hommes auront plutôt leur portrait en bronze ou une sculpture grandeur nature à leur effigie. Et également dans la gravure des noms, et cela est dû à l'état civil français. Les femmes sont plus souvent nommées comme veuve de ou épouse de que par leur prénom et nom complet. Ce côté militant, je ne l'avais pas du tout au début du Bizarreum. J'étais plutôt neutre parce que j'avais très peur d'avoir un discours plus engagé sur Internet. C'est toujours compliqué à assumer. Et vraiment, il y a eu le déclic. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les pompes funèbres, je me suis beaucoup occupée de gens sans ressources, de corps qui restent des semaines dans les frigos et dont on prend soin. Et c'est vrai que ça m'a vraiment changé ma vision des choses et ça m'a rendue peut-être plus militante sur certaines choses, clairement. Et surtout sur ce côté... tout le monde dit oui, on est égaux face à la mort. Bon, déjà non, et puis face à la mort, le fait de mourir, encore moins, quoi. Donc ce côté militant, il dépasse le côté de la mort, parce qu'on dit souvent oui, mais les gens qui travaillent sur la mort, ils ne s'intéressent pas aux vivants. Je ne suis pas d'accord en fait, parce que si on s'intéresse à ces inégalités chez les morts, forcément ça va découler sur
des questions plus humanistes liées au vivant, quoi. Donc ouais, ça c'est un truc qui est important pour moi quand même. Une fois, quand j'étais à l'accueil de la chambre funéraire, donc j'accueillais les familles et je m'occupais des défunts. Et une fois, j'ai eu une famille très très riche qui est arrivée et vraiment, on sentait qu'elle avait envie de montrer qu'elle était là, que c'était une famille importante, etc. Et par contre, comportement humain absolument inadmissible avec les salariés quoi, de la chambre funéraire. Déjà que le métier n'est pas reconnu, alors en plus si on se fait maltraiter quand on le fait, c'est compliqué. Et je me rappelle d'avoir regardé cette personne, j'ai pas pu m'en empêcher, je lui dis, mais vous savez, la danse macabre, elle emmène tout le monde. Et ça l'a calmé tout de suite, donc il a pu aller à ses funérailles. J'ai pas pu m'en empêcher, parce qu'en réalité, il y a vraiment ce côté, les gens pensent qu'on est égaux parce qu'on va finir par tous mourir. Alors déjà, on meurt pas tous de la même façon, et il y a des gens qui meurent dans des conditions horribles. Quand j'allais chercher les corps chez les gens, quand j'allais chez des gens qui avaient des syndromes de Diogène, ou des gens qui avaient gardé le corps de leur mère pendant 5 jours parce qu'ils étaient déficients intellectuels, ils n'avaient pas compris que leur mère était décédée. Déjà, quand on est là-dedans, quand on est chez les vivants, pour aller chercher un mort, déjà on voit que les conditions, alors il n'y a pas besoin d'aller le voir pour le savoir, mais par contre c'est vraiment parlant quoi. Donc déjà il y a ce mourir qui n'est pas valable pour tout le monde, et puis il y a la suite. Certes maintenant les communes du lieu de décès prennent en charge les funérailles, et heureusement il y a des associations aussi qui accompagnent, qui sont dans une démarche de charité avec ceux qui n'ont pas les moyens. Mais bon, l'accès aux soins, même quand il a fallu par exemple militer en interne pour que les défunts SDF et que les défunts sans famille ou rien aient au moins un t-shirt propre pour leurs funérailles et au moins un brin de toilette, parce que sinon on les met dans la housse et on les fait partir comme ça. Quand on est humain, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait des morts qui partent tout nus avec les yeux ouverts, parce que c'est ça la réalité. Forcément, quand on est confronté à ça, si on est humain et qu'on se dit non mais même dans la mort, ces gens-là, il faut s'en occuper, ça te change la vision des choses, quoi. Et faut y être pour le savoir. Et c'est pour ça les gens me disent mais non, mais on est tous égaux, on va tous mourir. Ouais, mais en fait non, parce que même après, cette distinction sociale, elle est énorme, quoi. Les municipalités ont l'obligation légale aujourd'hui de prendre en charge l'inhumation des personnes sans ressources et de leur accorder gratuitement une concession funéraire pour un délai de 5 ans minimum. Cela se fait généralement dans des zones dédiées au sein des cimetières, le terrain commun, nommé auparavant carré des indigents. Est indigente toute personne ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour pourvoir aux obsèques, selon le ministère de l'Intérieur. Le coût d'un enterrement varie entre 1 500 et 1 700 € pour les communes, et la cérémonie n'est pas obligatoire. Alors, depuis une vingtaine d'années en France, plusieurs collectifs et associations se sont créés dans le but de rendre hommage et d'humaniser les obsèques des morts de la rue et isolés. Si cela vous intéresse, le collectif Les Morts de la rue fait un travail important de recensement et des bénévoles se rendent aux inhumations pour dire quelques mots ou fleurir les tombes. En 2025, 945 personnes sont mortes dans les rues en France. J'aimais le côté aussi transport parce que on ne sait jamais sur quoi on va tomber en fait. Et on ne sait jamais dans quelle famille on va tomber, qu'est-ce qui s'est passé. Et des fois c'est effroyable en fait. Ces gens-là, ils vivent déjà dans des conditions effroyables encore en 2020, 2025. Et on se dit mais leur mort, ça ne peut pas continuer ça, quoi. Je veux dire, humainement c'est terrible, quoi. Des fois il y a des familles, elles n'ont même pas les moyens d'acheter une tenue pour leurs défunts, des fois c'est très compliqué, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui reste ? Il reste la charité des gens qui travaillent auprès des morts. Et ça, c'est une ligne continue. Il y a toujours eu des actes de charité. Les pénitents, les charitables, tous ces gens-là qui œuvraient bénévolement aussi auprès des morts. Ça, c'est une philosophie qu'on retrouve aussi chez certains professionnels du funéraire qui ont gardé ce côté humain aussi et qui se disent « Oula, mais en fait, mon métier, je dois le faire, mais je peux aussi être moi, militant ». Et je dis toujours, des fois, il suffit d'une personne qui transgresse la loi pour que les choses changent. Vous n'avez pas le droit de faire des toilettes funéraires à un pauvre. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas les moyens d'en avoir une, qui va partir comme ça. Vous prenez un bout de coton, vous faites ce qu'il y a à faire. Vous le mettez bien. C'est rien, mais c'est transgresser quand même la règle. Mais je crois que pour chaque acte militant, il faut des fois transgresser un petit peu les règles. Ça, c'est une question fondamentale dans mon travail. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? La dignité, elle est différente dans toutes les cultures. C'est pas la même pour tout le monde. Et même moi, par exemple, je me posais la question quand je faisais un brin de toilette à quelqu'un qui n'avait pas les moyens, je me disais, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Qu'est-ce qui m'autorise à le faire ? Donc c'est des questions non seulement éthiques, mais aussi philosophiques. On se dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Parce que ça, c'est mon aspect, c'est ma vision de la dignité. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la dignité ?
Et ça moi, ça me fait bondir, par exemple, dans les salons funéraires, où on nous vend l'éternité, où on nous vend l'aseptisation de cette mort, où on veut cacher les dômes de terre parce que les monuments ne sont pas encore mis. Et on parle de dignité à ce moment-là. Mais c'est quoi la dignité? Il y a des enterrements où les gens ont des soins, mais le comportement de la famille est tellement indigne que je suis désolée, là, il n'y a aucune dignité. Lorsque la pandémie de Covid-19 se déclenche en 2020, Juliette perd son travail dans le tourisme. Elle décide alors de passer la formation de conseiller funéraire et maître de cérémonie et se spécialise dans le transport de corps. En France, lorsque quelqu'un décède, son corps est généralement déplacé du lieu de décès à une chambre mortuaire où il recevra, en fonction de ses volontés, une toilette mortuaire pour être présenté ensuite à son entourage. Le transport doit se faire dans les 48 heures après le décès, avec un véhicule spécialement aménagé et homologué. Ce sont généralement les sociétés de pompes funèbres qui interviennent. Et c'est vrai que ça a été extrêmement difficile même de travailler pendant le Covid. On n'avait pas de matériel. Moi, je me rappelle, on se faisait des blouses avec des sacs poubelles. On quémandait des gants dans les magasins de jardinerie à l'arrière parce qu'ils étaient fermés en disant on n'a plus de gants, on n'a plus rien parce que tous les stocks étaient partis pour les soins infirmiers. Mais nous, il fallait bien qu'on exhume, il fallait bien qu'on inhume et qu'on s'occupe des morts. Ça a été super complexe en fait pour les salariés du funéraire. Et ce qui est drôle entre guillemets, c'est qu'après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une effervescence de gens qui se sont dit mon métier sert à rien, je veux être utile et je veux aller dans le funéraire. Et en fait, soit ils ne tenaient pas parce que c'est des métiers qui sont durs et qui ne payent pas bien, soit ça a révélé des passions, entre guillemets, des vocations, ou alors il y a aussi beaucoup le cas de gens qui sont rentrés dans le funéraire, mais parce qu'ils avaient peut-être aussi quelque chose à guérir eux de leur côté. Et ça, moi je dis toujours, si on veut travailler avec les morts, il faut déjà s'être soigné soi-même, parce que c'est tellement dur qu'on ne peut pas gérer sa propre douleur et la douleur des familles. Qui plus est quand on est au contact des corps, où là c'est la terreur humaine, quoi. Il faut être bien ferme sur ses appuis. Quelque chose peut être une réminiscence en fait dans le travail de son propre deuil, donc ça peut être compliqué à gérer. Moi j'ai passé mon diplôme au moment du Covid, donc en fait j'étais sur le terrain direct. J'ai eu la chance, j'étais dans une équipe familiale, j'étais la seule fille. Et j'étais dans une équipe qui a beaucoup pris soin de moi parce que j'étais nouvelle, c'était une famille de croque-morts, ils avaient l'habitude. Ça a été aussi bien des moments dramatiques à entasser des cercueils dans les salons funéraires parce qu'il n'y avait pas de place, à faire la queue avec le corbillard aux hôpitaux. Et moi j'ai aussi eu des expériences dans mon immeuble, des voisins qui avaient appris que j'étais croque-mort et qui ne voulaient pas me croiser. Vraiment un rejet intense de gens qui me disaient non mais c'est vous qui allez nous faire mourir, quoi. Comme si j'étais là transporteuse de bactéries, alors que je pense que je me lavais probablement plus que eux. Mais tout ça pour dire, moi je l'ai vu en étant dedans, et c'est vrai qu'il y avait une ostracisation des métiers de la mort de ouf, aucune reconnaissance. Donc entre nous, en fait, au bout d'un moment, il y avait aussi une liberté de circulation parce qu'il restait que les véhicules de première nécessité et les corbillards. Et moi j'ai des souvenirs de musique à fond dans le corbillard où il fallait qu'on décharge tout ça parce qu'on comprenait rien à ce qui se passait. Et nous, on voulait aussi apporter du réconfort aux familles, mais on avait des lois à respecter, des arrêtés préfectoraux, des choses comme ça qui étaient branque-ballants. Donc en fait, on ne savait pas quoi faire, c'était hyper dur. Et des fois, tu avais envie aussi de transgresser, parce que tu vois, les gens, ils ont pas de rite, ils peuvent pas avoir le défunt, c'est hyper dur. Donc pour moi, ça a été aussi un moment idéal, entre guillemets, dans mon travail sur les rites, d'arriver en pleine privation des rites, justement. En juillet 2024, le délai légal pour l'inhumation ou la crémation est passé de 6 à 14 jours à partir de la date du certificat de décès. Ce changement est notamment dû au délai d'attente en hausse dans les crématoriums et à la privation des rites lors de la pandémie que Juliette mentionne. Un grand nombre de familles n'ont pas eu le temps de voir leurs défunts et d'assister aux funérailles. Juliette a donc travaillé dans un contexte très particulier et qui permet aussi de se questionner sur le milieu des entreprises de pompes funèbres en général et qui sont souvent accusées à tort ou à raison de faire de la mort un business et de faire de l'argent sur la tristesse des endeuillés. Nous ne sommes clairement pas qualifiés sur ce sujet, mais il existe des études et des enquêtes journalistiques qui décortiquent ces questions et on souhaitait interroger Juliette au vu de son expérience et surtout réfléchir à des pistes d'amélioration. Moi, je me suis vite dégagée d'un métier où il y avait des enjeux financiers parce que j'avais pas envie de vendre de la prestation autour de la mort. Donc moi, je faisais partie des métiers petites mains. Alors quand tu es transporteur, c'est différent.
Dans les familles, des fois, moi je sais que voilà, il y avait aussi un aspect réconfort, parce que souvent j'étais la seule fille dans le transport, donc mes collègues, ils allaient, auprès du défunt, ils mettaient sur la civière, si j'avais pas besoin d'être avec eux, et souvent moi je restais avec les endeuillés en me disant voilà ce qui va se passer, on l'emmène là, est-ce que vous avez des choses, voilà. Donc il y avait un côté réconfort qui était important. Moi ce qui m'a le plus choqué, c'est d'aller chercher les défunts dans les EHPAD. J'ai jamais été autant maltraitée, et mes collègues non plus, que dans les EHPAD, où vraiment on a l'impression qu'on représente la mort, mais personnifiée. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des moments houleux avec des salariés d'EHPAD qui font déjà un métier super difficile, en leur disant mais s'il vous plaît, si on commence là à se prendre la tête entre nous alors qu'on est tous dans des métiers qui sont compliqués, ça va pas le faire, quoi. Enfin, donc c'était très très difficile. Et rien que vestimentairement parlant, eux ils sont en blanc, nous on arrive, on est en noir. Donc déjà ça fait 2 équipes. Et vous vous rendez compte, quand on va dans les EHPAD par exemple, moi ça m'est arrivé, tu arrives à l'heure du goûter, il faut te cacher avec ton brancard et avec le défunt des autres personnes âgées qui sont là pour pas qu'ils voient la mort. Sauf qu'en fait ils sont tous au courant que quelqu'un est mort dans la chambre d'à côté. Et des fois il y en a même qui veulent la chambre de la personne qui est décédée. Donc toi t'es là, je dois me cacher avec le défunt, mais tout le monde est au courant. C'est trop bizarre en fait, ce double standard. Et moi ça m'est arrivé qu'il y a des personnes qui me regardent, qui me disent emmenez-moi. Des personnes âgées. T'es là, waouh. Non, je t'emmène pas maintenant. Je leur disais, c'est pas votre tour. Je fais toujours des blagues parce que voilà. Mais je leur dis, non, c'est pas votre tour, arrêtez. Mais ça arrivait hyper souvent. C'est horrible. Ce qui me fume vraiment, c'est les mauvais salaires des gens du funéraire. Métier qui n'est pas reconnu, métier dur, avec des astreintes de nuit, des astreintes le week-end, les transporteurs qui font des centaines de bornes pour aller chercher un défunt, les gens qui sont au contact des défunts, qui sont toute la journée dans les détergents, dans l'eau, dans les odeurs. Et c'est des métiers qui gagnent vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on leur demande. Et souvent, les gens, quand ils demandent sur les coûts des funérailles, évidemment, la chaîne funéraire, elle est très longue. Il y a beaucoup de gens à rémunérer. Mais il y a aussi en effet des éléments qui sont facturés cher, soit pour des questions de marge, soit pour d'autres. Donc on ne peut pas de toute façon nier ce côté économique nécessaire à toute entreprise. Mais en même temps, j'écoute beaucoup les débats. Et je me souviens l'année dernière, à la Toussaint, j'avais entendu une discussion à la radio. La personne parlait de la mort mais ne travaillait pas dans le domaine. Et elle disait ça serait génial que les familles puissent faire elles-mêmes les toilettes des défunts. Alors, j'ai bondi sur ma chaise parce que déjà, il y a des cultures qui le font, notamment les musulmans. Les familles participent, mais ça, c'est ancré culturellement. Ils savent ce qu'ils vont voir, c'est de la toilette grande eau. Bon, bref, ils ont un rapport très très différent à la mort, puisque le mort, ils le voient en général, bouche ouverte, yeux ouverts. Ils n'ont pas ce côté j'ai besoin de voir mon défunt endormi. Eux, c'est vraiment l'aspect cultuel qui compte. Par contre, je pense que les gens ne sont pas du tout prêts à voir ce qu'on voit. Parce qu'un défunt, c'est quelqu'un qui va aussi avoir des écoulements naturels, qui va être dans des positions compliquées. Je ne sais pas si les gens sont prêts à ça émotionnellement. Parce que déjà qu'il y a un problème de tabou autour de la mort, et même anthropologiquement parlant, les sociétés où ce sont les communautés qui font les toilettes, souvent le plus proche ne vient pas. Ce sont les cousines, ce sont les tantes, mais c'est jamais la personne qui est directement endeuillée. Quand j'ai entendu ça, j'ai sauté au plafond parce que je me suis dit ouais, c'est cool de trouver des pistes, mais en fait les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique techniquement. Et c'est un vrai métier aussi, on nettoie pas un défunt comme ça. Est-ce que j'ai des pistes à apporter? Non, pas vraiment, si ce n'est que peut-être que le granit qu'on fait venir de Chine, ça serait bien qu'il vienne plus de Chine, que les urnes qui sont achetées en Chine toujours, elles ne soient pas autant vendues avec une marge déconnante. C'est difficile de trouver des pistes, mais en tout cas, il n'y a pas la piste de baisser les salaires parce que les salaires sont déjà hyper bas, quoi. Faut pas se leurrer aussi, vu dans quel état est la population en termes économiques en France, il y a de moins en moins de gens qui pourront payer des funérailles aussi. Donc là aussi, il faut se réveiller un petit peu. Et puis les familles sont éclatées. Est-ce qu'elles vont continuer à avoir des tombes? Est-ce qu'elles peuvent les entretenir? Parce que plus personne peut aller forcément dans le cimetière. C'est pas que les gens n'ont pas envie d'aller au cimetière, c'est qu'ils peuvent pas. Ils sont trop loin. Et on le voit quand on organise des funérailles, par exemple. Quand c'était un délai de 6 jours, c'était compliqué logistiquement. Il fallait que les gens viennent. Donc non, je pense qu'il y a plein de questions aussi sur cette évolution-là qui vont, ça va peser dans la balance. Je comprends que les délais, ils aient été rallongés sur certains aspects, notamment pour les crémations, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et puis pour aussi ouvrir les monuments, etc. Mais par contre, en termes de gestion des corps, c'est compliqué. Qu'il y ait un soin ou qu'il n'y en ait pas, 14 jours, là, ça commence à tirer quand même. Parce que déjà, 6 jours, ça commençait un peu à tirer. Mais alors 14 jours, mes collègues, je sais, qui me disent « Ouais, c'est un peu dur ». C'est un peu dur, des fois, on ne peut plus trop présenter à la fin, quoi. Et ça, c'est encore des lois qui ont été faites, mais je pense que sur le point de vue technique du corps, ils n'y ont pas pensé, quoi. On vous en avait parlé brièvement dans le premier épisode. Juliette mène de nombreux travaux de recherche et surtout, elle écrit. On retrouve ses idées, ses convictions, son militantisme et son expertise dans ses ouvrages. Et l'un de ces derniers, Pionnière du monde funéraire, publié en 2024,
aborde la question de la place des femmes dans les métiers du funéraire. Un sujet aussi passionnant que compliqué à traiter, faute d'informations sur ces femmes qui ont travaillé au plus près de la mort. Pionnière, en fait, c'est un bouquin qui est né quand je travaillais en chambre funéraire et en fait, un jour j'en avais vraiment marre, bref, la cadence, le job et tout, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des figures finalement féminines dans mon domaine auxquelles je pourrais me raccrocher, parce que des fois, voilà, quand on s'intéresse à certains sujets, on trouve facilement des figures de proue historiques, mais c'est vrai que sur le funéraire, je me suis dit, mais qui ? Est-ce qu'il y a d'autres agents de chambre funéraire ? Est-ce qu'il y a des thanatos femmes célèbres qui ont marqué leur temps ? Et donc j'ai commencé à me pencher là-dessus et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien en fait dessus, que même les études anthropo sur la séparation genrée des sexes dans le travail funéraire, il y en avait un petit peu, mais voilà, il y avait plein de choses qui se mélangeaient et donc je me suis dit, mais en fait ce livre je vais l'écrire déjà pour moi, par intérêt perso et puis parce que je vais découvrir probablement des gens hyper intéressants. Et je me suis dit aussi que c'était un livre qui était pour les autres femmes, celles qui travaillent dans le funéraire, celles qui ambitionnent de travailler dans le funéraire. Parce que pendant très longtemps, on a eu cette vision masculine des pompes funèbres, à raison, parce que les gens de terrain étaient principalement des hommes et que avec l'émergence des pompes funèbres, c'était des entreprises père et fils. Donc forcément, les femmes, elles étaient là, mais elles n'étaient pas là. Et je voyais bien que sur les photos anciennes de pompes funèbres, il y avait des femmes dessus. Donc je me disais, mais qu'est-ce qu'elles faisaient ? Qui c'était ? Et donc j'ai commencé à écrire ce bouquin. Et c'est marrant parce que c'est un de mes livres les plus courts, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait rien dessus et je trouvais ça terrible, c'est-à-dire que pour travailler sur le bouquin, j'allais chercher dans des factures par exemple du 19e siècle pour voir s'il n'y avait pas une veuve untel qui avait repris un magasin et qu'est-ce qu'elle vendait, etc. Donc ça a été un travail un peu de fourmi et j'ai essayé de m'intéresser à l'Occident mais aussi en dehors de l'Occident parce que le travail avec la mort pour certaines femmes, notamment en Inde, au Népal, en Chine, c'est une façon de s'émanciper. C'est très important et donc j'avais envie de montrer ça aussi que souvent on oriente ce type de travail sur les femmes célèbres autour de femmes occidentales mais on a aussi toutes ces femmes qui font face à des difficultés vraiment majeures et des violences hyper importantes, notamment en Inde. Quand elles tentent de s'approcher des lieux de crémation pour elles-mêmes pratiquer la crémation, c'est très compliqué. Donc voilà, j'avais envie d'écrire ce livre en me disant peut-être qu'il ouvrira aussi des pistes pour des gens qui feront des recherches plus abouties, des thèses, etc. Ou qu'on trouve finalement d'autres femmes aussi qui ont œuvré dans ces métiers-là, via des histoires de famille par exemple. Bon, j'attends toujours, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui entendront et qui se diront ouais, moi j'avais quelqu'un dans ma famille, une femme qui s'occupait de ça et on ne sait pas, on peut peut-être avoir un projet qui naît de ça. Voilà, donc c'était vraiment l'objectif. Dans l'ouvrage, il y a plusieurs femmes, c'est dur de faire un choix. Par contre, il y en a que j'aime beaucoup. Il y a Jeanne Garnier, donc elle, c'est pas directement avec les morts, mais c'est avec les mourants. C'est une pionnière des soins palliatifs, donc qui était lyonnaise. Quand elle est devenue veuve, elle a voulu faire de la charité et aller voir ces gens qu'on laissait mourir dans des chambres de bonne insalubres. Et donc elle a commencé à aller visiter les mourants. Et elle s'est rendue compte qu'il fallait les prendre en charge et qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Dans son chemin, considéré un peu comme étrange à l'époque, elle a trouvé d'autres veuves comme elle qui ont voulu mettre la main à la pâte. Ça s'est grave développé. Et maintenant, on a des instituts Jeanne Garnier, etc., de soins palliatifs en hommage à cette femme qui était extraordinaire et qui était... d'après archives, un peu rebelle, déjà à l'école et tout. Donc vraiment, elle se distingue dans ce 19e siècle où les femmes, elles n'avaient pas énormément de droits, elles étaient sous le joug de leur mari, etc. Donc Jeanne Garnier, c'est une que j'aime bien. Et il y a aussi Henrietta Duterte, elle était aux États-Unis en pleine période esclavagiste. Elle venait d'une famille quand même lettrée, donc elle était noire, et en fait qui était foncièrement anti-esclavagiste évidemment. Avec son mari qui lui tenait des pompes funèbres, ils ont décidé en fait de faire passer des esclaves vers les États qui étaient plus ouverts à la fin de cet esclavagisme. Pour ce faire, ils les mettaient dans des cercueils et ils les faisaient passer parce qu'ils se disaient qu'on n'irait jamais fouiller un convoi funéraire. Et c'était hyper, désolée de l'expression, c'était hyper couillu quand même. Si on se faisait prendre, on pouvait mourir. Quand elle est devenue veuve, elle a continué. À moins qu'il y ait d'autres données, mais je crois pas, non. C'est la première femme noire, en tout cas, qui a été directrice de pompes funèbres aux États-Unis. Et elle a, d'ailleurs, c'est toujours une figure de proue pour les femmes noires qui décident de rentrer dans le milieu funéraire aux États-Unis. Donc elle a vraiment une aura que nous, on ne connaît pas en France, mais qui est très forte outre-Atlantique. On voit encore des fois dans des entreprises de pompes funèbres où on refuse certains postes aux femmes, notamment tous les postes que moi j'ai pu occuper, de transport de corps, de proximité avec les défunts. Je ne parle pas forcément des thanatos parce que les thanatos, la profession s'est beaucoup féminisée ces dernières années. Mais pendant longtemps, on a présenté cette féminisation des métiers du funéraire comme quelque chose d'exceptionnel, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte en histoire funéraire et en anthropologie
que les femmes, elles ont toujours été auprès des morts, que ce soit pour la toilette, que ce soit pour la veillée. Donc en fait, il y a eu un peu un effacement de cette place de la femme auprès des morts, comme si c'était inconcevable. Et pendant très longtemps, on estimait que les femmes étaient trop sensibles pour ça, elles ne pouvaient pas gérer la vue du mort. Bon bref, c'était des faux arguments. Et il y a encore des patrons de pompes funèbres qui avancent ces arguments-là pour empêcher les femmes d'accéder à certains métiers de terrain, notamment en convoi par exemple. Donc certes, il y a la loi qui nous empêche de porter un certain nombre de kilos, mais tout comme les infirmières et les aides-soignantes, et pour autant elles se retrouvent à soulever des gens. Donc pourquoi nous, dans le funéraire, en tant que femmes, on ne pourrait pas le faire? Pourquoi il y a des gens qui avancent encore ces arguments? Et donc je l'ai écrit pour ça aussi, en disant, voilà, certes il y a cette image-là, mais en fait non, quand on creuse et qu'on fait de l'anthropo, de l'histoire, de l'archéo, on se rend bien compte que ça ne tient pas. Que là, pour le coup, le côté émotionnel des femmes, souvent on a laissé les femmes auprès des familles endeuillées parce qu'on estimait qu'elles étaient bien pour écouter, etc. Et que du coup, c'était mieux de les mettre à cet endroit-là. Ça veut rien dire, on a des hommes qui écoutent très bien, des femmes qui écoutent très bien, et à l'inverse, des gens sur le terrain qui sont très bons, peu importe leur genre. C'est vrai que ce livre, il était important pour ça, et puis pour donner de la force aux gens, parce que c'est dur ces métiers, c'est très dur. Beaucoup de gens qui arrêtent, il y a un turnover qui est énorme. Et il y a des gens très bien intentionnés qui rentrent dedans et qui en fait, au bout d'un moment, ils sont soit dégoûtés par les conditions de travail, soit parce que il n'y a pas énormément de soutien. Donc je me suis dit, pourquoi pas un petit livre facile à lire pour donner un peu d'entrain, on va dire, aux gens qui étaient concernés, quoi. Mais c'est pas que pour les femmes, hein, c'est aussi pour les hommes, bien sûr. Et enfin, comme chaque personne qu'on rencontre, on a demandé à Juliette sa définition du cimetière. De façon très classique, un lieu de repos, mais aussi, comme je disais, un lieu de changement qui se voit absolument de partout. Un lieu inspirant aussi, et puis une distinction entre le monde des morts et le monde des vivants, mais où les vivants sont acceptés avec plaisir. Je dirais aussi que le cimetière, c'est un lieu de passage, tout simplement, que ce soit dans la vie, la mort, ou aussi en termes d'urbanisme, où les gens traversent les cimetières, se promènent. Un peu tout ça à la fois, ce lieu de repos, mais aussi un milieu qui est très vivant, quoi. Et puis qui nous rappelle de toute façon qu'on est là aussi que de passage. Donc c'est bien, moi je trouve que c'est très sain de faire une introspection sur la mort tous les jours. Moi je sais que ça me prend à peu près 3-4 minutes par jour, où je réfléchis à ma mortalité. Ça aide, je trouve. Donc le cimetière peut être propice à ça aussi. On a adoré ces 3 heures avec Juliette, à déambuler dans Lyon et dans l'un des cimetières les plus iconiques de la ville, le cimetière de l'Oyasse. On a appris énormément de choses. Juliette est passionnante et passionnée, et donc une guide très précieuse pour découvrir une nouvelle ville et un nouveau cimetière. C'était également très enrichissant de discuter de questions importantes, telles que les inégalités sociales, économiques et de genre face à la mort. Ça nous fait forcément réfléchir, et on espère que cela pourra également nourrir vos propres réflexions sur le sujet. Vous pouvez retrouver Juliette Caz sur Instagram, découvrir sa chaîne YouTube et son site internet, Le Bizarréum, et bien évidemment, vous procurer ses ouvrages. Un immense merci encore à Juliette pour cette formidable journée passée ensemble à Lyon. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @visite mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel.